Très bien. Donc, alors, on continue notre cours d'économie monétaire et financière afférent au semestre 4. Donc, on est toujours dans le chapitre 1, chapitre qui est relatif au financement de l'économie. Donc, jusqu'à présent, donc on a essayé de d'étaler un peu les composantes de financement d'une économie. Donc, dans une économie, on a généralement deux types d'agents. Un agent à capacité de financement et un agent à besoin de financement. Donc, on a spécifié pendant la séance précédente comme quoi un agent à capacité de financement, c'est un agent dont les ressources dépassent les dépenses, alors qu'un agent à besoin de financement, c'est un agent dont les dépenses dépassent les ressources. Automatiquement, vu qu'un agent à capacité de financement dispose d'excédents de ressources, c'est quelqu'un à qui va recourir à ce qu'on appelle l'autofinancement. C'est-à-dire qu'il va s'autofinancer, qu'il va financer ses besoins à travers son épargne, hein, à travers son excédent de ressources. C'est ce qu'on appelle du financement interne. Alors que les agents à besoin de financement, hein, ceux qui ont des dépenses qui sont supérieures aux ressources, ah, ils doivent recourir à ce qu'on appelle un financement externe. Ils vont faire appel à des fonds extérieurs vu qu'ils ne disposent pas d'excédent de ressources, ils ne disposent pas d'épargne. OK? Donc, en parlant de financement de l'économie, on distingue deux types de financement de l'économie. On a un financement de l'économie interne et un financement de l'économie externe. Un financement de l'économie interne via les ressources propres, c'est ce qu'on appelle l'autofinancement, et un financement de l'économie externe via l'appel de fonds extérieurs. Donc, on va beaucoup se spécialiser ou consacrer beaucoup plus de temps sur le point relatif au financement externe. Alors, au niveau du financement externe, on distingue deux types de recours au financement externe. On a le financement indirect, hein, ou ce qu'on a appelé l'intermédiation financière, et on a le financement direct, ou ce qu'on va appeler aussi la désintermédiation financière, hein, ce qu'on appelle le financement des intermédiaires. Alors, le financement indirect ou l'intermédiation financière, donc on a spécifié comme quoi il existe un intermédiaire entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. On a la caractéristique du financement indirect ou l'intermédiation financière, c'est l'existence d'un intermédiaire entre les agents à capacité de financement et ceux qui ont un épargne, qui ont un excédent de ressources et les agents à besoin de financement qui ont besoin de ressources pour financer leurs besoins. Alors que dans le financement direct, on a une relation qui est directe entre les agents à capacité de financement, ceux qui disposent d'un épargne et d'excédent de ressources et ceux qui ont besoin de ressources pour financer leurs besoins. Donc, le financement indirect ou l'intermédiation financière, il y a toujours un intermédiaire. Le financement direct ou la désintermédiation financière, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, bien sûr, on a parlé du système financier et le système financier, il permet ainsi la rencontre de deux agents. On a les prêteurs. Les prêteurs, c'est les agents économiques à capacité de financement. C'est eux qui vont prêter l'argent. On a les emprunteurs. Les emprunteurs, on a les agents à besoin de financement. C'est eux qui ont besoin de ressources pour financer leurs besoins. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emprunter de l'argent, ils vont emprunter des ressources, hein, de la part, bien sûr, les prêteurs, les agents économiques à capacité de financement, ou bien directement, hein, c'est ce qu'on va appeler un financement direct, ou indirectement, c'est ce qu'on va appeler un financement indirect à travers des intermédiaires. OK? Alors, je comme quoi le financement externe lié à l'intermédiation financière, hein, on a des agents à capacité de financement liés aussi minimum des agents prêteurs. Donc, les agents prêteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont déposer de l'argent auprès des intermédiaires financiers ou les intermédiaires financiers. Ils vont redistribuer donc, les dépôts sous forme de crédit auprès des agents économiques à besoin de financement, les autrement des agents emprunteurs. Donc, les agents à capacité de financement en bleu, les agents prêteurs. Les agents économiques à besoin de financement, c'est les agents emprunteurs.
Alors là, on est en train de parler d'intermédiation financière. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire entre les deux agents, l'agent prêteur ou l'agent emprunteur. OK? Donc, la dernière fois, on a commencé à parler de l'intermédiation. On a divisé le cours sur l'intermédiation financière en deux parties. La partie qui est réservée à l'avant-réforme de 1993, c'est-à-dire l'état des lieux de l'intermédiation financière au Maroc avant 1993 et quels sont les différentes réformes ou les changements de l'intermédiation financière ou du système d'intermédiation financière après 1993. Donc, en ce qui concerne l'époque avant réforme, c'est-à-dire l'état de l'intermédiation financière ou du système d'intermédiation financière avant 1993. Donc, on a dit qu'il était assuré par trois intermédiaires. On a d'abord le système bancaire, les intermédiaires financiers spécialisés et, troisième lieu, le trésor public. Donc, les trois, les trois acteurs qui assuraient l'intermédiation financière au Maroc avant 1993. Okay? Donc, il y a le système bancaire, les intermédiaires financiers spécialisés et, troisièmement, le trésor public. Donc, le système bancaire, il était composé avant 1993 de quatre agents financiers. OK? Donc, les quatre agents, c'est la Banque centrale, Banque El Maghreb, les banques commerciales, ou ce qu'on appelait aussi des banques de crédit à court terme, on a les banques de crédit à moyen et long terme, et on a les banques d'affaires. Donc, les quatre agents, ils constituaient ce qu'on appelait le système bancaire. Après, on a vu qu'il y a un troisième acteur qui assurait aussi l'intermédiation financière avant 1993. Donc, l'acteur, c'est les intermédiaires financiers spécialisés. Exemple de ces intermédiaires financiers spécialisés, on a le CIH, Crédit Immobilier et Hôtelier, qui était spécialisé dans le financement des activités liées à l'hôtellerie. On a par exemple la CNCA, Caisse nationale de crédit agricole, qui était spécialisée dans le financement des activités agricoles. Donc, caractéristiques des institutions ou les intermédiaires financiers spécialisés, c'est d'abord, ils avaient pour mission de collecter des fonds à moyen et long terme, distribuer des crédits à moyen et long terme et prendre des participations dans les activités qu'elles financent, qu'on appelle des prises de participation. Il ne peut pas prendre des participations dans n'importe quelle activité, mais chaque institution était spécialisée dans le financement d'un secteur déterminé. Donc, automatiquement, chaque institution, chaque intermédiaire pouvait seulement financer les activités qui relèvent du secteur de spécialisation, de sa spécialisation. Donc, à l'époque, on parlait d'une spécialisation sectorielle. Okay? C'est-à-dire que chaque institution ou chaque intermédiaire financier était spécialisé dans un secteur déterminé. Donc, les intermédiaires financiers spécialisés. Okay? Troisièmement, ou là en troisième lieu, le troisième acteur, c'est le trésor public. Alors, le trésor public, comme quoi il avait pour mission de collecter les ressources, exemple les ressources fiscales, les impôts, et aussi d'exécuter les dépenses publiques. Donc, après avoir fait l'état des lieux de la situation du système de l'intermédiation financière après 1993, donc on constate, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les organismes qui assuraient l'intermédiation financière avant 1993, l'IOMA, le système bancaire, les intermédiaires financiers spécialisés ou le trésor public, n'ont pas atteint leur objectif. C'est quoi leur objectif? Alors, l'objectif, c'est offrir aux différents agents économiques les moyens suffisants pour leur permettre de se financer, de financer leurs besoins. OK? Donc, c'est essayer d'offrir les moyens de financement, les modalités, plusieurs modalités de financement pour les agents économiques qui ont besoin de financement. Donc, on a le constat en 1993, c'est que ces organismes-là qui assuraient l'intermédiation financière n'ont pas atteint leur objectif.
Donc, là, les autorités monétaires ont décidé de mettre en place une nouvelle réforme, liée à la réforme de 1993. Quel est l'objectif de cette réforme? C'est d'irriguer le financement de l'économie. Ça veut dire quoi, irriguer le financement de l'économie? C'est-à-dire essayer d'atteindre les agents économiques à besoin de financement, qui n'ont pas les moyens de financement, qui n'ont pas les moyens de financer leurs besoins, qui n'ont pas les moyens de se financer, afin qu'ils puissent avoir les moyens de se financer et de financer leurs besoins. OK? Donc, l'objectif de la réforme, c'est l'accroissement des modalités de financement de l'économie et de mettre à la disposition des agents économiques des crédits à court, à moyen et à long terme. OK? Donc, là, on parle maintenant de la réforme de 1993, c'est-à-dire de l'époque après 1993. Donc, comme quoi la réforme de 1993 ou la réforme de l'intermédiation va être connue par ce qu'on va appeler les 3D. D'abord, on a la déréglementation, le décloisonnement et la désintermédiation. OK? Alors, on a déjà commencé à expliquer cette réforme la dernière séance et on a parlé bien sûr de la déréglementation. Donc, c'est quoi l'objectif de la déréglementation? D'abord, c'est de limiter le contrôle exercé par la Banque centrale sur les établissements de crédit. Okay? Pourquoi? Parce que la Banque centrale, elle contrôlait donc les établissements de crédit et l'objectif de cette réforme, de la déréglementation, c'est quoi? C'est de déréglementer, c'est-à-dire qu'on va limiter le contrôle exercé par la Banque centrale sur les établissements de crédit. C'est-à-dire que la Banque centrale, quand elle les établissements de crédit, et depuis, à travers de la déréglementation, de la réforme de déréglementation, on va essayer de limiter, de minimiser le contrôle exercé par la Banque centrale sur les établissements de crédit. Okay? C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'accroître la concurrence interbancaire. Accroître la concurrence interbancaire, c'est-à-dire essayer d'augmenter le niveau de concurrence entre les banques. Concurrence interbancaire, c'est la concurrence entre les banques. Il y a le munafasa ma bain abnak. OK? Donc, on a les deux objectifs de la déréglementation. Donc, les mesures qui relèvent de la déréglementation, on a vu la dernière fois qu'il y avait 3 mesures. La première mesure, c'est le désencadrement du crédit. OK? La deuxième mesure, c'est la libéralisation du taux d'intérêt. La troisième mesure, c'est l'assouplissement des réserves obligatoires. OK? Donc, on a vu qu'à travers la première mesure, il y a le désencadrement du crédit. On a essayé de désencadrer le crédit. Donc, on a vu que auparavant, le nombre de crédits distribués par les établissements de crédit était un nombre qui est limité. Donc maintenant, avec la déréglementation, une des mesures, c'est le fait de désencadrer le crédit, c'est-à-dire que le nombre de crédits distribués par les établissements de crédit va être un nombre qui est illimité. Donc, l'établissement de crédit peut distribuer le nombre qu'il souhaite de crédit. Donc, la Banque centrale n'exerce plus ou n'oblige plus l'établissement de crédit à respecter un nombre qui est limité de crédits distribués. OK? Donc, c'est une bonne chose. Le nombre de crédits va être illimité. C'est-à-dire que l'établissement de crédit peut distribuer un nombre qui est illimité de crédits. La deuxième mesure qui relève toujours de la déréglementation, c'est la libéralisation du taux d'intérêt. Donc, on a vu que avant 1993, la Banque centrale va définir le taux directeur d'abord et va définir aussi les taux créditeurs et débiteurs. C'est-à-dire que même les taux d'intérêt avec lesquels l'établissement de crédit va distribuer les crédits auprès des agents économiques non financiers, avec le taux d'intérêt, il va être défini par qui? Par la Banque centrale et non pas par les établissements de crédit qui sont en train de distribuer les crédits.
OK? Donc, là, avec la déréglementation, avec la mesure de libéralisation du taux d'intérêt, avec le taux d'intérêt créditeur et débiteur, c'est-à-dire les taux d'intérêt sous la base duquel les établissements de crédit vont distribuer les crédits, il va être défini par qui? Par l'établissement de crédit. C'est-à-dire là, la Banque centrale ne va plus exercer un contrôle en définissant les taux d'intérêt créditeur et débiteur sur les établissements de crédit. Donc, elle dit c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que normalement, on a que chaque établissement de crédit pourra appliquer le taux d'intérêt qu'il veut. Et automatiquement, il y a une concurrence entre les banques. C'est-à-dire que chaque banque, chaque établissement de crédit va essayer d'appliquer un taux d'intérêt inférieur au taux d'intérêt appliqué par les autres banques pour essayer d'attirer plus de clients. Donc, كل établissement de crédit غادي يحاول انه ينزل le taux d'intérêt pour distribuer plus de crédit. Comme ça, on va essayer d'attirer plus de clients. Les clients ici, c'est qui? C'est les agents économiques non financiers, les ménages ainsi que les entreprises. OK? Troisième mesure de la déréglementation, c'est l'assouplissement des réserves obligatoires. Donc, on a vu qu'avant 1993, à chaque fois que l'établissement de crédit va collecter à des fonds, il est obligé de geler ou là, de déposer une partie des fonds collectés auprès de la Banque centrale. Donc, la partie qui est gelée ou qui est déposée auprès de la Banque centrale ne peut être distribuée sous forme de crédit. Donc, les fonds qui sont collectés par les établissements de crédit, il y a un pourcentage minimum, la Banque centrale, il va être déposé ou gelé auprès de la Banque centrale. Après 1993, avec la mesure de l'assouplissement des réserves obligatoires, le taux de réserve obligatoire va être diminué jusqu'à arriver à 0%. C'est-à-dire que l'établissement de crédit n'est plus obligé de geler ou de déposer une partie ou un pourcentage des fonds collectés auprès de la Banque centrale. Donc, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les établissements de crédit vont avoir plus de liquidités. Et s'ils ont plus de liquidités, ils vont distribuer plus de crédit. Alors, garde des trois mesures qu'on a vues, il y a la déréglementation, le désencadrement du crédit, la libéralisation du taux d'intérêt, l'assouplissement des réserves obligatoires. C'est des bonnes mesures qui jouent en faveur du financement de l'économie. Ça va permettre aux agents économiques non financiers de se financer, d'avoir de la liquidité, d'avoir des crédits et depuis de financer leurs besoins. OK? Mais est-ce que, à de la déréglementation, est-ce que ces mesures ont pu atteindre leur objectif? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière, parce qu'il y a une contrainte qui fait face à l'atteinte de cet objectif. Il y a de la contrainte, on a les conditions draconiennes d'éligibilité. OK? Donc, les conditions draconiennes d'éligibilité, ils disent que ce n'est pas n'importe qui peut avoir un crédit auprès d'une banque. Là, il y a des mesures qu'on a appelées des mesures prudentielles, comme quoi on peut, n'importe quel agent économique peut déposer une demande pour avoir un crédit, oui, mais on va faire une étude de dossier. Si on trouve qu'il y a un risque élevé d'insolvabilité ou de non-solvabilité chez avec le client qui a déposé la demande, donc automatiquement, avec le crédit, il est refusé. Donc, on a exemple des règles prudentielles, on va demander au monsieur ou à la dame qui a déposé la demande de crédit des garanties. Est-ce que vous avez un salaire important, par exemple, intéressant, un salaire qui est élevé? Est-ce que vous avez des rentes qui sont élevées? Est-ce que vous avez un actif qui peut servir comme garantie pour les crédits? Donc, ça fait partie des conditions draconiennes, des conditions qui sont difficiles, des conditions qui sont élevées d'éligibilité. Donc, automatiquement,
qu'est-ce qu'on a fait? Hein, on a marginalisé donc les agents économiques qui ne sont pas éligibles, les agents économiques qui ne respectent pas les conditions ou les mesures prudentielles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a fait d'un côté, les mesures de déréglementation, des encadrements du crédit, libéralisation du taux d'intérêt, assouplissement des réserves obligatoires. Donc, c'est des bonnes mesures. Donc, ce qu'on a fait de ce côté-là, on l'a gâché de l'autre côté. OK? Donc, tout ce qu'on a essayé de faire donc, comme mesure d'accroissement des modalités de financement, donc, on a la barrière des conditions d'éligibilité va limiter l'accroissement des modalités de financement. Donc, c'est-à-dire que les agents économiques ils vont être encouragés par le désencadrement du crédit, par la libéralisation du taux d'intérêt, par l'assouplissement des réserves obligatoires. Mais une fois ils vont se présenter à la banque pour demander un crédit, hein, ils vont trouver qu'ils ne respectent pas les conditions d'éligibilité, qu'ils ne sont pas éligibles pour avoir un crédit. OK? Donc, ce qu'on vous a donné d'une main, on va le prendre d'une autre main. OK? Et c'est pour ça qu'on va dire que la déréglementation, elle est composée des mesures qui sont de bonnes mesures qui jouent en faveur de l'accroissement des modalités de financement, mais il y a toujours une barrière qui freine l'accroissement des modalités de financement, qui freine le financement de l'économie, qui freine l'irrigation du financement de l'économie, qui représente un obstacle pour que l'ensemble des agents économiques non financiers puissent avoir des ressources pour financer leurs besoins, puissent bénéficier de crédits pour se financer, bien sûr. Très bien. Donc maintenant, dans le cadre des 3D, il y a la déréglementation et le décloisonnement et la désintermédiation. Donc d'abord, on a le deuxième D. Donc, le deuxième D, c'est le décloisonnement. Alors, le décloisonnement, donc, l'époque avant 1993. Okay? Donc, avant 1993, il y avait ce qu'on appelait un cloisonnement. Ça veut dire quoi, un cloisonnement? C'est-à-dire qu'il y avait une existence des frontières entre les organismes financiers. C'est-à-dire qu'il y avait un cloisonnement entre les organismes financiers. Donc, là, on a par exemple les intermédiaires financiers spécialisés. Chaque institution ou chaque intermédiaire, chaque établissement était spécialisé dans le financement d'un secteur qui est déterminé. Okay? Donc, il y a par exemple la CIH. La CIH, c'est une institution qui est spécialisée dans le financement du secteur immobilier, le secteur hôtelier, par exemple. Mchina la CNCA est spécialisée dans le financement des activités agricoles. OK? Mchina les banques, on a des banques qu'on appelait des banques de court terme ou on a des banques de long terme. Donc, les banques de court terme spécialisées dans la collecte des fonds à court terme et la distribution des crédits à court terme, alors que les banques de moyen et long terme étaient spécialisées dans la collecte de fonds à moyen et long terme et la distribution des crédits à moyen et long terme. Après 1993, on va appliquer une nouvelle mesure qui est le décloisonnement entre les organismes financiers. Ça veut dire quoi, décloisonnement? C'est-à-dire qu'avant 1993, quand on a des frontières entre les établissements financiers. Après 1993, il n'y aura plus de frontières entre ces organismes financiers. Donc, on va dire que le décloisonnement, c'est une mesure visant la suppression des frontières entre les organismes financiers. Exemple, on a les intermédiaires financiers. OK? Alors, c'est-à-dire que là, on ne va plus parler par exemple, de spécialisation sectorielle chez les intermédiaires financiers. OK? Donc, avant 1993, on a des banques commerciales, ce qu'on appelait aussi des banques de crédit à court terme. Donc, les banques, ils collectaient des fonds et distribuaient des crédits à court terme.
Donc, les banques commerciales ou les banques de crédit à court terme n'avaient pas le droit de collecter des fonds à court terme. ما كانش عندهم الحق انهم يجيو الناس يديروا عندهم des dépôts d'argent. ما يمكنليش نمشي ندير un dépôt d'argent une banque commerciale sur le long terme. Là, les banques commerciales n'acceptaient que les fonds, que la collecte des fonds, le dépôt des fonds sur le court terme. Même chose pour la distribution des crédits. Je ne peux pas, par exemple, aller voir à l'époque, avant 1993, avoir une banque commerciale ou une banque de crédit à court terme pour lui demander, par exemple, un crédit sur 25 ans. Okay? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas autorisé à distribuer des crédits à moyen ou là à long terme. Okay? Alors, après 1993, les banques commerciales ou les banques de crédit à court terme vont être autorisées à collecter des fonds et à distribuer des crédits à court, à moyen et à long terme. Ils ne vont pas limiter le court terme. Donc là, ils peuvent collecter des fonds sur le court, moyen et long terme. Et la même chose, ils peuvent distribuer des crédits sur le court, moyen et long terme. Les banques de crédit, des banques de crédit moyen et long terme. Alors, avant 1993, ils étaient chargés de la collecte et la distribution des crédits à moyen et long terme. Okay? C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas collecter des dépôts sur le court terme. Ils ne pouvaient pas distribuer des crédits sur le court terme. Après 1993, ces banques-là vont être autorisées à collecter des fonds et à distribuer des crédits à court, à moyen et à long terme. Donc là, c'est la même chose que les banques commerciales. C'est-à-dire que les banques commerciales, les avant des banques de crédit à court terme ou les banques de crédit à moyen et à long terme, donc les deux, ils vont être tous les deux autorisés à collecter des fonds à court, à moyen et à long terme et à distribuer des crédits à court, à moyen et à long terme. C'est-à-dire que là, on a une frontière entre les banques commerciales ou les banques de crédit. Donc, il y a le décloisonnement, c'est-à-dire avec le cloisonnement, donc les frontières qui sont entre les banques commerciales et les banques de crédit, on a un décloisonnement. On a supprimé les frontières. C'est une suppression des frontières entre les intermédiaires financiers. Alors, les institutions financières spécialisées. Donc, avant 1993, chaque institution, chaque intermédiaire financier spécialisé était spécialisé dans le financement d'un secteur précis. Donc, parmi les missions, c'était la prise, par exemple, de participation dans des entreprises ou des activités qu'il finançait ou qui relevaient de son secteur de spécialisation. Donc, là, on a parlé de ce qu'on a appelé la spécialisation sectorielle, c'est-à-dire que chaque intermédiaire, chaque institution, chaque établissement spécialisé était spécialisé dans le financement d'un secteur déterminé. Exemple, CIH, Quint, un établissement spécialisé dans le financement du secteur hôtelier et immobilier. Okay? La CNCA, Quint, spécialisée dans le financement ou la prise de participation dans des activités qui relèvent du secteur agricole. OK? هادشي avant 1993. OK? Après 1993, les institutions spécialisées ils vont être autorisés à financer l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus spécialisés dans un secteur qui est déterminé. C'est-à-dire que la CIH ne va plus être spécialisée dans le financement de l'immobilier et de l'hôtellerie. Elle peut financer n'importe quel secteur. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a supprimé les frontières entre les banques commerciales, les banques de crédit et les institutions spécialisées. On a procédé au décloisonnement, c'est-à-dire qu'on a enlevé avec le cloisonnement l'ICAN, les banques commerciales, les banques de crédit et les institutions spécialisées. OK? Alors, la réforme de 1993. Parmi ces mesures, c'est le décloisonnement, le deuxième D.
L'objectif de ce décloisonnement, c'était l'augmentation du nombre des intervenants dans le financement de l'activité économique. Comment cela, l'augmentation du nombre des intervenants? Est-ce qu'on a augmenté le nombre des intervenants? Oui. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on a par exemple les institutions financières spécialisées, un seul, ou un seul établissement ou un seul intermédiaire qui va financer le secteur de l'agriculture. OK? D'abord, l'ensemble des institutions peuvent financer le secteur de l'agriculture, par exemple. Quand on a un seul intermédiaire qui pouvait, par exemple, financer le secteur hôtelier. D'abord, l'ensemble des établissements ou des intermédiaires financiers peuvent financer le secteur hôtelier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le nombre des intervenants dans le financement de l'activité économique. Donc, quand on a des banques ou quelques banques qui pouvaient distribuer des crédits à moyen et long terme, d'abord, l'ensemble des banques peuvent distribuer des crédits à court, à moyen et à long terme. Donc là, on a procédé à l'accroissement des modalités de financement. Donc, là, les agents économiques non financiers ont devant eux plusieurs intermédiaires, plusieurs établissements financiers où se procurer des crédits, où se procurer des moyens de financement pour répondre à leurs besoins. OK? Donc, la première des choses, ou là, le premier objectif, c'est l'augmentation du nombre des intervenants dans le financement de l'activité économique. Là, le premier objectif. Deuxième objectif, unification du cadre juridique qui régit l'intermédiation financière. Donc, on a unifié le cadre juridique qui régit l'intermédiation financière. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de banque commerciale, de banque de crédit, d'institutions financières spécialisées, on va parler d'établissements de crédit. OK? Donc, on a unifié le cadre juridique qui régit l'intermédiation financière. OK? Donc, après 1993, on ne va plus parler de banque de crédit ou d'institutions spécialisées ou de banque commerciale, on va parler d'établissements de crédit. C'est-à-dire qu'on a un cadre juridique qui est unifié. OK? On va parler d'intermédiaires financiers, on parle automatiquement d'établissements de crédit. Alors, en plus de ça, dans le cadre du décloisonnement, on va mettre en place un ensemble d'instances. Alors, il y a des instances qu'on va mettre en place. C'est le conseil de surveillance, le conseil national de la monnaie et de l'épargne, le comité des établissements de crédit et la commission de discipline des établissements de crédit. OK? Alors, ces instances, à la mise en place de ces instances-là, va avoir comme objectif d'adopter des mesures de protection des déposants et des épargnants à travers l'application stricte des règles prudentielles. Donc, on a les instances, ils vont veiller au respect et à l'application des règles prudentielles et depuis à la protection des droits des déposants et des épargnants. OK? C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'ensemble des établissements de crédit, des intermédiaires financiers vont respecter les règles financières. On va faire en sorte que les déposants et les épargnants aient des droits qui sont protégés. OK? Donc, après cela, toujours dans le cadre de la réforme de l'intermédiation financière, il va y avoir une autre réforme, toujours en continuité de celle de 1993. Okay? Il va y avoir une autre réforme de l'intermédiation financière qui va avoir lieu le 14 février 2006. C'est la loi bancaire du 14 février 2006. Alors, la réforme de 2006, qui est relative aux établissements de crédit, consiste en la mise en vigueur d'un dispositif de supervision bancaire comparable aux standards internationaux. C'est-à-dire que la nouvelle loi
représente un nouveau cadre législatif qui régit l'intermédiation financière. Donc là, on va essayer d'appliquer des règles prudentielles qui sont beaucoup plus strictes que celles ou que ceux de 1993, surtout en matière de respect des règles prudentielles. Les conditions d'éligibilité pour l'octroi des crédits. Donc, on a de la loi de 2006, la loi bancaire de 2006 va encore appliquer des règles prudentielles beaucoup plus strictes et va faire en sorte que donc, les règles prudentielles qui sont appliquées au Maroc, ils doivent être comparables aux standards internationaux, c'est-à-dire ils doivent être comparables aux règles prudentielles internationales qui sont appliquées au niveau international. Et depuis, on va essayer de renforcer les mécanismes de protection des intérêts de la clientèle des établissements de crédit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'appliquer les règles prudentielles qui ont été spécifiées dans le traité de Bâle 1, de Bâle 2 et de Bâle 3. OK? Et ensuite, on va essayer d'encadrer légalement et réglementairement l'activité de commercialisation des produits et services des banques participatives. الأبناك التشاركية. الأبناك التشاركية اللي هما les banques islamiques. OK? Donc, la loi de 2006 va essayer d'abord de mettre à jour le dispositif de supervision bancaire, c'est-à-dire donc les organismes qu'on a mis en place de contrôle et de supervision. On va essayer de mettre à jour donc, les règles prudentielles qui doivent être respectées. Et on doit essayer d'atteindre le niveau international. Okay? On doit essayer d'atteindre le niveau international en termes de règles prudentielles. Okay? Après cela, on va essayer de renforcer les mécanismes de protection des intérêts de la clientèle des établissements. Donc, on a les règles de prudentielles de qui on parle. Donc, on va essayer d'appliquer les règles prudentielles qui étaient spécifiées par le traité de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, qui est un traité international. Donc, là, on va essayer d'appliquer donc, les règles prudentielles qui ont été spécifiées dans ce traité au Maroc. Et ensuite, on va essayer d'encadrer légalement l'activité de commercialisation des produits et services des banques participatives, les Humal Abnak Tasharukiya, exemple les banques islamiques. OK? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Alors, la réforme de 2006, donc avec la loi bancaire de 2006, qui est relative aux établissements de crédit. Alors, شنو les nouveautés اللي جابت لنا de la loi de 2006, de la loi bancaire de 2006. Donc, les nouveautés, c'est d'abord le contrôle des banques par la Banque centrale. Okay? C'est-à-dire que la Banque centrale va encore contrôler les banques, va contrôler les établissements de crédit. À travers quoi? À travers donc, les règles prudentielles qu'elle va mettre en place. Attention, l'ensemble des banques doivent respecter et sont obligés à respecter les règles prudentielles dans la distribution de crédit. OK? Parmi les nouveautés aussi, c'est l'introduction de ce qu'on appelle le microcrédit. OK? Donc, le microcrédit, dans son introduction, il était destiné à financer les entrepreneurs, à financer les entreprises. C'est un microcrédit qui était destiné non pas à la consommation, mais qui était destiné à l'investissement. Donc, on a la cible du microcrédit, c'est un petit crédit qui ciblait les petits entrepreneurs, les petits investisseurs qui ont besoin d'un montant qui n'est pas trop élevé afin d'investir dans leur projet, afin de créer leur entreprise, etc., au lieu de financer un projet d'investissement, un projet entrepreneurial. Donc,
Après, le microcrédit va être distribué beaucoup plus auprès des agents économiques non financiers, auprès des ménages, exactement. Il va être distribué beaucoup plus auprès des ménages, ce qu'on va appeler des crédits de consommation. Okay. Donc, parmi aussi les nouveautés, on a la caisse de dépôt et de gestion. Et parmi les nouveautés de la loi bancaire de 2006, on a l'introduction des services financiers de Barid Al-Maghrib. OK? On a Barid Al-Maghrib, pour la première fois, il va introduire des services financiers. OK? Donc, c'était les nouveautés de la loi ou la réforme bancaire de 2006, qui est toujours en continuité de la réforme de l'intermédiation financière. On parle toujours de l'intermédiation financière et du financement indirect. Très bien. Donc, l'objectif de la réforme de 2006, c'était l'amélioration des conditions de l'offre de financement. On va essayer d'améliorer l'offre de financement. D'abord, à travers les établissements de crédit, et ensuite à travers les banques participatives. Exemple, les banques islamiques. Okay? Donc, on va avoir, on a diversifié l'offre de financement. Les deux intermédiaires, les établissements de crédit et les banques participatives, vont bien sûr permettre de générer plus de distribution de crédit. Donc, il y a la clientèle des banques participatives, d'autres clients vont partir chez les établissements de crédit. Donc, l'objectif final, c'est distribuer plus de crédit. Alors, ce qui s'est passé maintenant, alors avec ces réformes d'intermédiation financière, les réformes de 1993 et la réforme de 2006. Donc, les réformes, ils ont appliqué des mesures qui ont permis d'accroître le financement de l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert le robinet pour distribuer plus de crédits. OK, donc automatiquement, le nombre de crédits distribués, il doit augmenter. C'est-à-dire que les agents économiques qui ont besoin de financement doivent être atteints par les mesures. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des crédits, qu'ils peuvent avoir des crédits et qu'ils peuvent depuis répondre à leurs besoins de financement, qu'ils peuvent se financer à travers ces crédits. Donc, qu'est-ce qui doit se passer normalement? Le financement de l'économie doit être irrigué, c'est-à-dire qu'on doit atteindre beaucoup plus d'agents économiques qui ont besoin de financement. Okay, donc là, on a ouvert le robinet à travers des réformes d'intermédiation financière. Donc, quand on va ouvrir le robinet, automatiquement, on va distribuer beaucoup plus de crédits. Il va y avoir écoulement, distribution de crédit auprès des agents économiques non financiers qui ont besoin de financement. Les ménages, ils ont des besoins de consommation et les producteurs, ils ont des besoins d'investissement. Mais le problème, est-ce que des réformes d'intermédiation ont atteint leur objectif? Non. Est-ce qu'on a distribué beaucoup de crédits? Est-ce qu'on a atteint l'objectif qui a été fixé, irriguer le financement de l'économie, atteindre un nombre maximum d'agents économiques non financiers qui ont besoin de financement? Non. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place de la barrière. La barrière, c'est les mesures prudentielles. C'est des mesures prudentielles qui sont strictes. C'est des conditions d'éligibilité au crédit, des conditions difficiles, des conditions draconiennes. Okay? Donc, c'est l'application des mesures du traité BAL 1, BAL 2 et BAL 3. Donc, automatiquement, si on a mis de la barrière ici, comme vous la voyez, même si on va ouvrir le robinet à travers les réformes d'intermédiation, il n'y aura pas écoulement des crédits. Il n'y aura pas distribution de crédits. OK? Donc, là, les réformes
Et les mesures, ce sont de bonnes mesures qui jouent en faveur de l'accroissement des modalités de financement de l'économie, qui vont encourager les banques à distribuer des crédits, qui vont encourager les agents économiques à demander des crédits, à prendre des crédits. Il y a une offre qui est diversifiée, mais on a hein, une barrière majeure, les mesures prudentielles édictées par BAL 1, BAL 2, BAL 3. OK? Donc, même si on va ouvrir le robinet, il y a la barrière اللي ما كتخليش الماء يدوز. OK? Donc, c'est à peu près la même chose. Constat. Donc, les réformes d'intermédiation qui ont été mises en place en 1993 et en 2006 ont été vouées à l'échec. C'est-à-dire que les réformes de 1993 et les réformes de 2006 n'ont pas atteint leur objectif. On n'a pas pu atteindre l'objectif souhaité à travers la réforme ou les réformes de 1993 et la réforme de 2006. Donc, on n'a pas pu irriguer le financement de l'économie. Donc, on n'a pas pu atteindre un nombre important d'agents économiques qui ont besoin de financement et surtout les ménages qui ont besoin de financement et aussi les très petites entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que les petits agents, c'est eux qui n'ont pas les conditions d'éligibilité pour avoir un crédit. C'est eux qui ne respectent pas les règles prudentielles. C'est eux qui n'ont pas de garantie à offrir à la banque, à l'établissement de crédit pour avoir un crédit. Donc, automatiquement, ils sont marginalisés, ils ne sont pas éligibles, donc ils ne peuvent pas bénéficier de crédit et automatiquement, ils ne peuvent pas répondre à leurs besoins de financement ou bien se financer à travers l'intermédiation financière, à travers l'intermédiaire bancaire. OK, est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc, là, le constat, c'est que les réformes d'intermédiation financière qu'on a vues avant 1993, après 1993, en 2006, n'ont pas pu atteindre l'objectif, l'irrigation du financement de l'économie. Donc, là, c'est-à-dire, le financement externe, il est composé en deux modes de financement. Il y a un mode de financement indirect, l'intermédiation, ou le financement direct. Donc, le financement indirect ou l'intermédiation financière, les réformes n'ont pas atteint leur objectif. Donc, quelle est la solution? Donc, on cherche le financement direct. C'est-à-dire que les autorités monétaires n'ont pas atteint leur objectif à travers les réformes de l'intermédiation financière. On va essayer d'aller voir le financement direct, d'aller réformer le financement direct ou ce qu'on va appeler la désintermédiation financière. Donc, c'est l'intermédiation financière. Ici, on va parler de la désintermédiation financière. Donc, vu que les réformes n'ont pas donné satisfaction, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de promouvoir le financement direct. Les autorités monétaires vont essayer de promouvoir le financement direct, ou là ce qu'on appelle la désintermédiation financière. Il y a le contraire de ce mode de financement, l'intermédiation financière. Donc, l'intermédiation financière, c'est la désintermédiation financière. Donc, le financement externe, on l'appelle au fonds extérieur, fait un financement direct des intermédiaires, ce qu'on appelle la désintermédiation financière, ou fait un financement indirect, l'intermédiation financière qu'on vient de voir. Donc, vu que les réformes l'idée offrent l'intermédiation financière pour promouvoir l'intermédiation financière ont été vouées à l'échec, donc on va essayer de promouvoir le financement direct à travers la désintermédiation financière. Alors, dès qu'on parle de financement direct, c'est quoi d'abord un financement direct? Alors, un financement direct, c'est un mode de financement non bancaire. Okay? C'est un mode de financement non bancaire, non monétaire.
Pourquoi on a dit que c'est un financement non bancaire? Parce que elle a un intermédiaire bancaire. OK? Donc, on a un octroi de crédit, une création monétaire, etc. Alors, un financement direct, c'est un financement qui ne résulte pas d'une création monétaire. OK? Donc, il y a une création monétaire. Donc, dans la création monétaire, c'est quand les agents économiques financiers vont éjecter de la monnaie dans l'économie. C'est-à-dire qu'ils vont transférer de la monnaie, mais les agents économiques financiers, les agents économiques non financiers. OK? Donc, on a dans un financement qui est un financement direct, il n'y aura pas de création monétaire. C'est un financement qui ne va pas impacter la masse monétaire. Donc, la masse monétaire est impactée quand il y a création monétaire. S'il n'y a pas création monétaire, alors la masse monétaire ne va pas être impactée. Elle va rester la même. Okay? C'est un simple transfert de monnaie dont disposent les agents à capacité de financement vers les agents à besoin de financement. C'est-à-dire que les agents à capacité de financement, les agents, des agents qui ont des ressources excédents, qui ont un excédent de ressources, vont transférer les fonds avec l'excédent vers les agents à besoin de financement. C'est les agents qui ont des dépenses supérieures aux ressources. OK? Donc, là, c'est des agents qui n'ont pas d'épargne, qui n'ont pas un excédent de ressources. Aussi, on va dire que le financement direct est un processus de financement direct. Et là, on va parler de la désintermédiation. Contrairement à ce qu'on a vu auparavant, l'intermédiation financière. Quand on a un intermédiaire, quand on a un intermédiaire qui assurait le lien entre l'agent en capacité de financement et l'agent a besoin de financement. Maintenant, ce n'est pas le cas. Dans le cas du financement direct, de la désintermédiation, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'agent a besoin de financement et l'agent à capacité de financement. Donc, on va dire que dans le financement direct, il s'agit du transfert direct de monnaie dont disposent les agents à capacité de financement vers les agents à besoin de financement. Donc, on a un agent à capacité de financement qui va transférer son excédent de ressources ou son épargne vers l'agent à besoin de financement, à qui n'a pas d'excédent de ressources, dont les dépenses dépassent les ressources, qui va prendre le montant pour essayer de se financer, pour financer ses besoins. OK? Alors, on va parler de la réforme du financement direct, ou là, ce qu'on appelle la désintermédiation. C'est-à-dire que les autorités monétaires vont essayer de réformer le financement direct à travers la désintermédiation financière. Alors, quand on parle de financement direct, on va parler de marché des capitaux. OK? Le marché des capitaux, il se subdivise en deux marchés. On a un marché monétaire et on a un marché financier. Okay? Donc, le marché des capitaux se subdivise en deux marchés. Marché monétaire, marché financier. Donc, les deux marchés, ils relèvent du marché des capitaux. Et quand on parle de marché des capitaux, on parle directement du financement direct, de la désintermédiation financière. OK? Très bien. Donc, en premier lieu, on va s'attarder sur le marché monétaire. Et après, on va voir le marché financier. OK? Alors, le marché monétaire. Donc, là, dans notre cours, on va voir le marché monétaire avant la réforme de 1995 et on va voir le marché monétaire après la réforme de 1995. Le marché monétaire, il a connu une réforme en 1995.
1995. Donc, on va essayer de comparer l'état des lieux avant 1995 pardon, et qu'est-ce qui s'est passé après 1995. Donc, c'est la même logique qu'on a appliquée au niveau de l'intermédiation financière. OK? Alors, avant la réforme de 1995, alors, quand on parlait de marché monétaire, avant la réforme de 1995, c'est-à-dire le marché monétaire hein, à l'époque avant 1995. Alors, le marché monétaire, c'est quoi? Ça veut dire quoi un marché monétaire avant 1995? C'était d'abord un marché de mouvement des capitaux à court terme. OK? C'est un marché hein, qui va connaître un mouvement des capitaux entre les agents économiques. Mouvement de capitaux à court terme, c'est-à-dire au jour le jour. Donc, c'est un mouvement quotidien des capitaux. OK? Donc, là, il ne va pas y avoir un mouvement de capitaux hein, sur le moyen ou le long terme. C'est un mouvement quotidien des capitaux, c'est-à-dire au jour le jour, quotidien. Ni chaque jour, hein, qui connaît hein, des mouvements de capitaux. Et c'est aussi un marché interbancaire. Ça veut dire quoi interbancaire? C'était un marché entre banques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui pouvait intervenir dans ce marché interbancaire? C'est juste les établissements bancaires. C'est-à-dire que hors établissement bancaire, hein, les autres agents ne pouvaient pas intervenir dans ce marché monétaire. Pourquoi? Parce que c'était un marché interbancaire. C'était un marché qui est dédié uniquement aux établissements bancaires. Seuls les agents qui peuvent intervenir dans ce marché monétaire sont les établissements bancaires. Okay? C'est pour ça qu'on l'a appelé un marché interbancaire, c'est-à-dire marché entre banques. OK? Donc, le marché monétaire avant 1995, c'était un marché de mouvement de capitaux de façon quotidienne, au jour le jour, à court terme, entre les établissements bancaires. Il y a un marché de mouvement de capitaux entre les établissements bancaires. OK? C'est-à-dire un transfert de capitaux d'un établissement bancaire à un autre établissement bancaire hein, quotidiennement, au jour le jour, sur le court terme. OK? Donc, là, le marché monétaire avant la réforme de 1993, c'est-à-dire à l'époque avant l'année 1995. Donc, toujours, on parle de l'époque avant 1995. Ça veut dire quoi? Un marché interbancaire. Qu'est-ce que faisaient ces établissements bancaires dans ce marché interbancaire? Alors, les établissements bancaires vont assurer l'équilibre quotidien de leur entrée. Je nomme les entrées, on met les encaissements, c'est-à-dire que qu'il y a des encaissements, il y a des collectes de fonds, il y a des établissements bancaires, ils ont des fonds et ils vont enregistrer des entrées, ce qu'on appelle des encaissements. OK? Et ils vont enregistrer aussi des sorties de fonds. Qui marient le flux, OK? Ce qu'on va appeler des décaissements. Donc, à la fin de la journée, on va enregistrer le nombre de décaissements et un nombre d'encaissements. Donc, là, il y a un total d'encaissements, il y a un total de décaissements. Et on va voir, hein, est-ce qu'on a un excédent ou là, est-ce qu'on a un déficit? Si les encaissements dépassent les décaissements, c'est-à-dire qu'avec l'établissement bancaire, il a un excédent de ressources. OK? Imagine à la fin de la journée où comme quoi les décaissements dépassent les encaissements, hein, c'est-à-dire que les sorties de fonds dépassent les entrées de fonds, c'est-à-dire qu'avec l'établissement bancaire, on a un déficit. OK? Aussi pour ça qu'on va dire que certains établissements bancaires vont y placer
leur excédent. Ils vont placer leur excédent fin, le marché interbancaire. Je connais les établissements bancaires qui vont placer leur excédent. C'est les établissements qui ont des entrées ou des encaissements supérieurs à des sorties, à des décaissements. Ils ont un excédent de ressources. OK? Et d'autres établissements vont combler leur déficit de trésorerie en monnaie centrale. Je connais ceux qui vont combler leur déficit de trésorerie, c'est ceux qui ont des décaissements ou des sorties de fonds supérieures aux entrées ou supérieures aux encaissements. Et c'est des établissements bancaires qui, à la fin de la journée, qui ont خرجوا الفلوس كتر ما دخلوا الفلوس. Donc, ils ont des décaissements qui sont supérieurs aux encaissements. Ils ont des sorties qui sont supérieures aux entrées. Donc, à la fin de la journée, ce qu'ils ont un déficit de trésorerie en monnaie centrale. OK? Donc, bien sûr, quand on parle de transfert de monnaie entre les agents économiques financiers, alors on parle de monnaie centrale. OK? Donc, on a deux types d'établissements bancaires, ceux qui vont réaliser des excédents et ceux qui vont réaliser des déficits. Okay? Donc, ceux qui vont réaliser les excédents, ils vont aller déposer les excédents au niveau du marché monétaire. Ceux qui ont constaté un bénéfice, ils vont aller au marché monétaire pour essayer de combler avec le déficit à travers les ressources qui ont été déposées par les banques. Il y a un excédent de ressources. OK? Alors, dans le marché monétaire, toujours on parle de l'époque avant la réforme de 1995. Alors, il y avait des agents financiers prêteurs et des agents financiers emprunteurs. Les agents financiers prêteurs, c'est les agents à capacité de financement. On met un excédent de ressources. Les agents financiers emprunteurs, c'est eux qui n'ont pas d'excédent de ressources, qui ont un déficit, qui vont essayer de combler les déficits en monnaie centrale. Donc, on a l'agent financier prêteur, il va placer ses excédents en monnaie centrale au niveau du marché monétaire. OK? Un agent financier prêteur. Okay? Par contre, l'agent financier emprunteur, c'est lui qui a un déficit en monnaie centrale. Donc, il y a de l'agent financier emprunteur, le marché monétaire, il vient pour combler avec le déficit en monnaie centrale. Il pour combler avec le manque en monnaie centrale. OK? Donc, il y a l'agent financier prêteur, qui se aussi offreur de monnaie centrale. Okay? Et l'agent financier emprunteur, un demandeur de monnaie centrale. Okay? On a la monnaie centrale parce que c'est entre des agents économiques financiers. C'est entre des établissements bancaires. L'échange de monnaie, c'est un échange entre les établissements bancaires. Là, c'est un marché interbancaire. Seuls les établissements bancaires, les agents économiques les agents économiques financiers, qui ont le droit d'intervenir. OK? Alors, les agents financiers prêteurs et les agents financiers emprunteurs, on va distinguer deux types d'agents. Il y a des agents qui sont structurellement prêteurs. C'est des agents qui sont toujours prêteurs. Donc, c'est des agents financiers prêteurs. C'est-à-dire, le statut d'agent financier prêteur, c'est un statut qui est structurel. C'est-à-dire, les agents, les établissements bancaires, ils sont toujours considérés comme étant un agent financier prêteur. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un excédent en monnaie centrale et qu'ils viennent toujours au marché monétaire pour placer leur excédent en monnaie centrale. C'est des agents qui disposent de la liquidité. OK? Aussi, de l'autre côté, on a des agents financiers qui sont structurellement emprunteurs. Exemple, la société de financement, la SOFAC.
Alors, les sociétés de financement, exemple de la SOFAC, ils n'ont pas le droit de collecter des fonds. OK? C'est-à-dire que structurellement, ils ont toujours un déficit. Donc, toujours, le marché monétaire pour combler avec le manque en monnaie centrale. Ils viennent toujours au marché monétaire pour combler le déficit en monnaie centrale. Donc, c'est des agents financiers qui sont structurellement emprunteurs. عمرنا ما غنلقاو عندهم un excédent. OK? Et la même chose pour les agents financiers qui sont structurellement prêteurs. عمرنا ما غنلقاو عندهم un déficit en monnaie centrale. OK? Donc, كاينين des agents structurels, ils peuvent être agents financiers prêteurs structurels et des agents financiers emprunteurs structurels. OK? C'est-à-dire, des agents financiers prêteurs structurels, ديما عندهم un excédent en monnaie centrale. Les agents financiers emprunteurs structurels, ديما عندهم un déficit en monnaie centrale. OK? Exemple, les sociétés de financement qui n'ont pas le droit de collecter des fonds. Exemple, la SOFAC. On a d'autres types d'agents, les agents conjoncturels. Des agents conjoncturels, c'est des agents les régis à la fin de la journée, un excédent et depuis, ils vont placer leur excédent en monnaie centrale sur le marché monétaire. Ils vont se diriger vers le marché monétaire pour placer leur excédent. Un déficit en monnaie centrale. Donc, ils vont se diriger pour placer les excédents. Ils disposent de liquidités. Ils sont offreurs. Ils sont demandeurs de monnaie centrale. Donc, parfois, ils se dirigent vers le marché monétaire pour placer leur excédent en monnaie centrale. Et un autre jour, ils vont se diriger vers le marché monétaire pour combler leur déficit en monnaie centrale. Donc, les agents conjoncturels, des jours, ils vont se trouver dans une situation d'offreur de monnaie centrale et des jours, ils vont se trouver dans une situation de demandeur de monnaie centrale. OK? Donc, là, on distingue qu'il y a trois types. Il y a un agent structurel prêteur, il y a un agent structurel emprunteur ou il y a des agents conjoncturels. كل نهار ورزقه. نهار كيكون prêteur, نهار كيكون emprunteur. واحد النهار il dispose d'un excédent de liquidité et depuis il va venir au marché monétaire pour placer ses excédents. واحد النهار كيكون عنده واحد le déficit en monnaie centrale et il va venir le marché monétaire pour demander de la monnaie centrale pour combler avec le déficit اللي عنده, pour combler avec le manque. OK? Donc on parle toujours de l'époque avant 1995. يعني مازال ما وصلناش la réforme de 1995. دابا هنا كنديروا l'état des lieux du marché monétaire avant 1995. OK? Très bien. Alors, toujours en parlant du marché monétaire avant 1995, on va dire que si la liquidité en monnaie centrale est importante, c'est-à-dire il a la liquidité, qu'il y a un excédent de liquidité en monnaie centrale, c'est-à-dire on n'a pas besoin de refinancement auprès de la BAM. La BAM, il y a la Banque centrale, il y a la Banque Maghreb. C'est-à-dire que les établissements bancaires, les établissements de crédit n'ont pas besoin de se refinancer auprès de Banque Maghreb s'il y a assez de liquidité au niveau du marché monétaire. OK? Donc, s'il y a assez de liquidité au niveau du marché monétaire, c'est-à-dire qu'il y a les établissements bancaires qui ont un excédent ou qu'il y a d'autres qui ont un déficit. Il y a l'excédent le marché monétaire qui est placé au niveau du marché monétaire avec l'excédent en monnaie centrale. Il peut combler avec le déficit, c'est-à-dire que l'excédent qui a été placé au niveau du marché monétaire, il est suffisant pour combler le déficit ou le manque les autres banques, les autres établissements bancaires, les autres établissements de crédit. Donc, automatiquement, donc les établissements de crédit qui ont besoin de monnaie centrale, qui ont un manque de monnaie centrale, qui ont un déficit en monnaie centrale, n'ont pas besoin d'aller à la banque centrale, la Banque Maghreb, pour se refinancer. Donc, le marché interbancaire, le marché monétaire, ils vont essayer de combler leur déficit. Et là, on parle d'un marché hors banque.
ici. Donc, là, quand il y a assez de liquidité au niveau du marché monétaire, hein, on n'a pas besoin d'aller, hein, de recourir à la banque centrale, la Banque El Maghrib, pour se refinancer. OK? Donc, là, on parle d'un marché hors banque. C'est-à-dire que les établissements bancaires تفاهموا بيناتهم كاين اللي عندها l'excédent كاين اللي عندها le déficit هذيك اللي عندها l'excédent عطات اللي عندها le déficit et on a pu combler l'ensemble du déficit auprès des établissements bancaires, des établissements de crédit. Alors là, on parle d'un marché hors banque. Si la liquidité en monnaie centrale est insuffisante au niveau du marché interbancaire, au niveau du marché monétaire, c'est-à-dire qu'il effectivement des banques qui ont un excédent en monnaie centrale ou qu'il y a des banques qui ont un manque ou un déficit en monnaie centrale. Mais avec le manque en monnaie centrale est supérieur à l'excédent. Le manque ou le déficit en monnaie centrale est supérieur à la liquidité disponible sur le marché monétaire, hein, en termes, hein, d'excédent en monnaie centrale. Donc là, on ne peut pas combler avec le déficit, hein, à travers le marché monétaire. OK? Donc là, il y a obligation, il y a besoin de recourir à la banque centrale, la Banque El Maghrib, pour se refinancer. Et là, on va parler d'un marché en banque. OK? Donc, il y a la liquidité, assez d'excédents pour combler les déficits. Donc, les uns, ils ont assez de monnaie centrale pour combler les déficits des autres. Et là, on parle d'un marché hors banque. Pas besoin de se refinancer auprès de Banque El Maghrib. Il a la liquidité disponible, le marché monétaire n'est pas suffisante pour combler les déficits. Donc là, on est obligé à recourir, hein, à Banque El Maghrib, à la Banque centrale pour se refinancer. OK? Donc là, il faut distinguer entre un marché hors banque et un marché en banque. Un marché en banque, c'est un marché où on a besoin de se refinancer auprès de Banque El Maghrib, auprès de la Banque centrale. Et un marché en banque, pardon, le marché hors banque, c'est un marché où on n'a pas besoin de se refinancer auprès de Banque El Maghrib, auprès de la Banque centrale, c'est-à-dire quand on a pu combler avec le déficit au niveau du marché monétaire. Le marché en banque, hein, c'est un marché où on a besoin de se refinancer auprès de Banque El Maghrib, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu combler le besoin au niveau du marché monétaire. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Alors, d'abord, l'époque avant 1995, c'est-à-dire le marché monétaire avant 1995. Alors, maintenant, on va essayer de voir le marché, le marché monétaire après la réforme de 1995. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la réforme de 1995? OK? Donc, je pense que c'est mieux